La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous faites très bien d'être au rendez-vous de votre émission Hémisphère droit, Hémisphère gauche. Après notre série d'émissions sur le suicide, on commence aujourd'hui une autre série d'émissions sur la santé mentale. La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 8 dans le monde ne jouisse pas de ce droit fondamental car ils vivent avec un trouble mental. Mais qu'entend-on concrètement par santé mentale et que faut-il faire pour garder cette bonne santé? Pour avoir des éléments de réponse, nous recevons en duplex Dr Franky Baguedi, les médecins psychiatres. À ce micro, je suis Erwan Olinde. Comme d'habitude, Tibus Arié nous m'accompagne à la réalisation. Hémisphère droit, hémisphère gauche de ce jour. C'est parti. En fond sonore, le titre Pour oublier de Candy Girac. Docteur Franky Baguedi, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour aux éditeurs de Radio Afrique Santé. Alors, qu'entend-on par santé mentale? L'OMS définit la santé mentale et dit que c'est un état de bien-être dans lequel l'individu se rend compte de ses capacités, peut faire face à des contraintes normales de la vie, accomplit un travail productif et fructueux et en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Fin de citation. En d'autres termes, la santé mentale, c'est quoi? C'est un état de bien-être qui maintenant permet un certain nombre de choses. Du coup, quand on dit que quelqu'un a une bonne santé mentale ou il a sa santé mentale qui est normale, c'est qu'il a un état de bien-être. Donc il est bien dans son être entier et cela lui permet donc de se rendre compte de ses capacités. C'est-à-dire, lorsque je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, cela participe à mon bien-être. Donc cela participe à ma santé mentale. Lorsque je suis en mesure de faire face à des contraintes normales de la vie. Et du coup... Oui, et quelles sont ces contraintes? Les contraintes normales de la vie, c'est un peu les besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se vêtir. Du coup, celui qui ne sait pas ce qu'il va manger, qui ne sait pas où il va dormir, vous voyez que cela peut perturber sa santé mentale. Alors, il faut comprendre que le fait de ne pas manger à sa faim ne permet pas d'avoir un état de bien-être et du coup ne permet pas d'avoir une santé mentale normale. Et donc, on dira que la santé mentale est perturbée. Donc, c'est pour dire un peu le champ vaste que englobe la santé mentale. Et la définition continue en disant que c'est un état qui permet à l'individu donc d'accomplir un travail productif et fructueux. Et donc, lorsque vous faites quelque chose de gratifiant, cela participe à votre bien-être, donc votre santé mentale. Donc, quand vous faites un travail et on vous dit merci, le simple merci vous procure un bien-être. Donc, dire merci à quelqu'un ou qu'on vous dise merci participe à votre bonne santé mentale. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans la santé mentale. C'est tout ce qui permet d'avoir un bien-être. Donc, c'est le thème bien-être qui est important ici. Et du coup, avec cette définition de l'OMS, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments qui donc permettent d'avoir cet état de bien-être. Et la fin de la définition dit que l'individu est en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Donc, vous voyez clairement que celui-là qui peut vraiment être utile à sa communauté, c'est celui-là qui est bien, on va dire comme ça, bien portant, qui a un état de bien-être. Donc, vous voyez que celui qui est alité, qui ne peut pas se rendre au boulot, vous voyez que forcément, ça va lui donner des soucis. Et donc, ça va perturber cet état de bien-être. Et donc, ça va perturber sa santé mentale. Quand dit-on alors qu'on a un trouble mental? S'agissant donc du trouble mental, alors nous allons prendre une définition de l'OMS qui dit qu'un trouble mental se caractérise par une altération majeure des pensées, des émotions ou du comportement d'un individu. Alors, c'est important d'insister sur le terme altération majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a parlé des pensées, des émotions
ou du comportement. Vous avez les pensées de quelqu'un qui sont profondément perturbées. Je donne un exemple, c'est ce qu'on appelle communément un paranoïaque, c'est-à-dire qui au niveau donc de ses pensées s'imagine qu'il est tout le temps en danger, qu'on lui veut du mal, qui est tout le temps en train de vérifier les choses, il n'a confiance en personne, donc c'est un peu ça, la paranoïa, c'est cette crainte en permanence d'être en danger. Et du coup, vous voyez qu'au niveau de ses pensées, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça c'est beaucoup plus profond. Lorsqu'il vous arrive par exemple une situation de cambriolage ou d'agression, et que vous devenez un peu méfiant, vous voyez que forcément, on va dire que votre santé mentale est un peu perturbée parce que vous perdez cet état de bien-être qu'on a défini tout à l'heure. Mais parce que voilà, la situation est justifiée et que ces pensées de crainte s'installent dans un contexte bien précis, ne veut pas dire que vous présentez un trouble mental. Alors, celui qui est paranoïaque et donc qui a ces pensées de peur en permanence, alors que même la situation ne le justifie pas, alors là, on pourra dire que cette personne présente un trouble mental. Donc, quelqu'un qui, par exemple, pour rien du tout, se met en colère tout le temps. Alors là, on pourrait dire que cette personne présente un trouble mental. Pareil au niveau du comportement. Donc, la notion d'altération majeure est importante pour comprendre la définition du trouble mental. Et la suite de la définition dit que cet état s'accompagne généralement d'un sentiment de détresse et de déficience fonctionnelle dans les domaines importants. Donc vous voyez que cette notion de détresse est aussi importante parce que quelqu'un qui a une altération majeure dans ses pensées, à un moment donné, ça va le faire souffrir. Donc je donnais l'exemple tout à l'heure du monsieur ou de la femme paranoïaque qui est tout le temps méfiante, tout le temps en train de vérifier, tout le temps en train de se demander si quelqu'un ne veut pas du mal. La personne va à un moment donné s'isoler et il y aura ce sentiment donc de détresse qui sera visible, où on va voir que cette personne est malheureuse, cette personne va commencer par se méfier. Donc là, ça devient déjà une altération, ça devient déjà quelque chose de pas normal, on va dire comme ça, de problématique. Celui qui a un trouble mental est-il malade? Alors, celui qui présente un trouble mental, oui, il est malade. Après, c'est important de nuancer et de ne pas employer le terme malade de manière péjorative. Parce que, alors, que ce soit au Bénin, en Afrique ou un peu partout dans le monde, le domaine de la santé mentale est un domaine très méconnu et qui fait preuve de marginalisation et de stigmatisation. À tel point que celui qui présente un trouble mental est vu comme un cas de la société. Alors cela ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas être le cas parce que les maladies mentales au jour d'aujourd'hui constituent un domaine de recherche parce que longtemps méconnu, longtemps méprisé, longtemps ignoré, on n'a pas investigué pour pouvoir apporter suffisamment de solutions pour les personnes qui souffrent de maladies mentales. Donc, celui qui présente un trouble mental, lui, il est malade, au même titre que celui qui fait un paludisme. Alors, les causes ne sont pas les mêmes, parce que la maladie mentale est une maladie qui relève du domaine du psychisme. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parfois, parce que c'est quelque chose d'abstrait qu'on n'arrive pas à toucher. On ne peut pas dire que c'est tel virus qui entraîne la maladie mentale. On ne dira pas que c'est telle bactérie qui entraîne la maladie mentale. Et agir sur cette bactérie pour guérir de la maladie ou agir sur ce virus pour guérir de la maladie. Les recherches continuent et on essaye de voir est-ce qu'il y a des situations donc d'infection qui peuvent amener la maladie mentale. C'est possible. On parle de troubles psychiatriques induits par une affection organique. Donc celui qui fait un paludisme qui se complique peut développer un trouble psychiatrique, notamment un état d'agitation que nous appelons la bouffée délirante aiguë. Du coup, je tiens à quand même inviter nos auditeurs à faire la part des choses et à ne plus stigmatiser les patients malades psychiatriques et les considérer comme des personnes qui n'ont pas choisi de tomber malades et qui sont en mesure d'être réinsérés
dans la société après la guérison. Parce qu'il y a un traitement qui existe et une fois stabilisé, c'est des personnes qui peuvent fonctionner normalement. C'est comme la maladie du sida qui, à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de méconnaissance par rapport à cette maladie, ceux qui en souffraient étaient stigmatisés. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation et maintenant, les gens en ont moins peur. Du coup, par rapport à la maladie mentale, c'est pareil. Ce n'est pas contagieux, comme on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas contagieux. Et vivre avec un malade mental ne veut pas dire que forcément je vais être atteint d'un trouble mental. Et du coup, on se demande, mais est-ce que le malade mental, Oui. c'est ce qu'on appelle le fou? Justement, docteur, dites-nous, avoir un trouble mental signifie qu'on est fou. Autrement dit, un malade mental est-il forcément un fou? Alors là aussi, c'est important de nuancer. Alors, s'agissant de la folie, nous allons donc repartir un peu en arrière dans l'histoire. Au Moyen Âge, lorsque la religion était très présente dans la société, Oui. les personnes donc, qui présentaient un délire, donc des propos incohérents, des propos qui ne tiennent pas la route, ce qu'on appelle un délire, et qui avaient des comportements, on va dire, bizarres, ces personnes étaient écartées, ces personnes étaient jugées dangereuses. Et donc, c'est en ce moment que le thème folie, en fait, est apparu. Et par la suite, les gens se sont rendus compte que, en fait, il ne s'agissait pas simplement des personnes qui étaient possédées ou qui étaient habitées par des démons, mais que c'était un dérèglement du psychisme, donc un dérèglement des pensées. Et du coup, c'est de là, en fait, le thème de la folie a été utilisé pour désigner ces manifestations. Et c'est quoi les manifestations, en fait? Alors, ce qu'on appelle communément la folie, c'est en fait un état d'agitation ou un délire, en fait, c'est-à-dire des propos qui ne tiennent pas la route, des propos incohérents, on va dire ça comme ça. Et ces personnes, en fait, voient les choses de manière différente de la normale. Elles sont persuadées que c'est comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de folie, on parlera plutôt de psychose. D'accord? La pathologie psychiatrique qui correspond le plus au terme qu'on utilisait pour désigner la folie, c'est la psychose. Et donc, il y a plusieurs types de psychoses, justement. Il y a des psychoses chroniques et des psychoses aiguës. Et du coup, c'est important de faire la part des choses et de ne plus être dans la stigmatisation. Le fou, en fait, comme je le disais, c'est une personne, d'accord, qui est née d'un homme et d'une femme, mais qui à un moment donné, à cause d'une raison ou d'une autre que nous allons développer un peu plus tard, a eu un dérèglement de ses pensées et donc qui est tombé malade et qui a besoin d'être pris en charge. Donc, oui, on peut dire, d'accord, que le fou, c'est celui qui souffre d'un trouble mental. Et ce trouble mental en particulier, on le qualifie désormais de psychose. Et pour les psychoses, il y a un traitement pour que ces personnes puissent retrouver leur état de bien-être. Quels sont les différents facteurs probables d'un trouble mental? Les causes sont nombreuses et en général, on les scènes en cause avant la naissance et les causes après la naissance. Et ça peut être étonnant de se demander, mais qu'est-ce qui avant la naissance peut amener quelqu'un à développer un trouble mental? Justement, je me suis posé la même question. Alors, lorsque au cours de la grossesse, Oui. la mère a une infection, c'est pourquoi parfois on fait le bilan prénatal pour voir s'il y a des infections donc, qui peuvent toucher le fœtus. Et donc, c'est des choses qui peuvent amener une mauvaise croissance au niveau du cerveau. Et lorsque l'enfant naît, il grandit, cela peut l'amener à développer une pathologie mentale. Donc, nous avons les causes avant la naissance et les causes après la naissance. Donc, les causes après la naissance, alors ça peut être un événement de vie traumatique qui va amener quelqu'un à développer un trouble mental. Ça peut être un deuil, un décès. Ça peut être une situation de rupture sentimentale. Donc, beaucoup d'événements de la vie, ça peut être un déménagement, un changement de milieu de vie qui peut rendre la personne vulnérable et l'amener à développer un trouble mental. Docteur, expliquez-nous comment se manifeste chacun de ces facteurs.
En général, pour remarquer la Oui. présence de trouble mental dans la vie de quelqu'un, donc quelqu'un qui présente un trouble mental, alors les symptômes sont variables en fonction du type de trouble. Globalement, on parle de troubles psychotiques, donc j'ai parlé de la psychose précédemment. Il y a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, donc ce qu'on appelle parfois la dépression ou l'accès maniaque. Donc c'est des personnes qui, donc dans la dépression, qui sont tristes, qui sont Calme. ralentis, qui n'ont envie de rien, qui ont Oui. parfois des idées suicidaires. Dans l'accès maniaque, c'est que la personne présente un état d'euphorisme, de joie extrême. C'est des personnes qui ont une énergie débordante et qui distribuent très facilement leurs biens. Donc, c'est important de le souligner. Lorsque vous avez quelqu'un qui donne tout ce qu'elle a, son argent, ses parcelles, ses meubles, à qui il veut bien le prendre, alors là, c'est qu'il faut se poser la question de savoir, mais est-ce que cette personne ne présente pas un accès maniaque? Et donc, dans le grand groupe des troubles mentaux, vous avez ce qu'on appelle des troubles anxieux. Donc, l'anxiété, c'est la peur d'un danger imaginaire. Donc, c'est des personnes qui sont tout le temps inquiètes, des personnes qui sont tout le temps en train de se demander, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de mal, et qui sont très précautionneuses. Du coup, ça crée un état de souffrance. Donc, les signes sont variables en fonction du type de trouble mental. Tibus, si tu as quelqu'un qui te donne tout son argent, ses biens, sa maison, son véhicule, est-ce que tu, tu vas te faire des soucis pour lui? C'était une parenthèse. Alors, docteur, qui consulter quand on remarque l'un de ces signes que vous venez d'évoquer? Les acteurs de la santé mentale sont nombreux. Vous avez le psychiatre, vous avez le psychologue, vous avez l'assistant social, l'éducateur spécialisé. Maintenant, qui consulter? En général, c'est le psychiatre qui est consulté et qui travaille donc avec des collaborateurs, notamment les psychologues, les assistants sociaux. On peut imaginer que voir le psychiatre, ça veut dire que forcément j'ai une maladie psychiatrique et que mon cas est grave. Non, pas du tout. Le psychiatre, c'est un médecin. D'accord. Qui va évaluer la situation et déterminer le trouble en question et proposer une prise en charge. Et parmi les éléments de la prise en charge, ça peut être un médicament ou ça peut être juste ce qu'on appelle les psychothérapies, c'est-à-dire on parle avec la personne pour essayer de l'amener à aller mieux. Et c'est là maintenant que le psychologue entre en jeu, parce que le psychologue, c'est un agent donc, de la santé mentale qui traite la pathologie par la parole, l'écoute attentive, l'écoute bienveillante et utilise des techniques pour amener la personne à se sentir beaucoup mieux. Donc le psychologue n'est pas habilité à faire des prescriptions, néanmoins il travaille avec le psychiatre pour améliorer l'état de santé mentale des personnes. Et du coup, en général, on consulte un psychiatre qui est un médecin qui va évaluer, poser le diagnostic, proposer les éléments de prise en charge et en général, on procède toujours à des psychothérapies pour améliorer la santé de la personne. Docteur, vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en abrégé, révèle que près d'une personne sur 8 dans le monde vivent avec un trouble mental, un chiffre qui bascule même à une personne sur 5 dans les zones de conflit. Qu'est-ce qui peut bien justifier ces deux chiffres à la main? Alors, les chiffres concernant la prévalence des troubles mentaux dans le monde est sans cesse grandissante parce que nous pouvons le voir avec les guerres, nous pouvons le voir avec les pays en famine, des personnes qui voient leur santé mentale perturbée. Parce que quand on se rappelle de la définition de l'OMS, c'est que c'est cette capacité à subvenir aux contraintes normales de la vie qui permet d'avoir cet état de bien-être. Du coup, quand on n'arrive pas à subvenir à certains besoins, forcément la santé mentale est perturbée, on ne se sent pas bien. On n'a plus cet état de bien-être. Et quand ça va évoluer, continuer, se chroniciser dans le temps, on aura cette altération majeure dont nous avons parlé dans la définition du trouble mental. Donc vous voyez que ces différentes perturbations, ces différentes situations d'inconfort vont amener les personnes à être perturbées profondément et donc à devenir malades.
Et en général, c'est la dépression, c'est les troubles anxieux qui sont au devant des symptômes que présentent ces personnes. Alors, pendant la première année de la pandémie à Covid-19, les taux de dépression et d'anxiété ont augmenté de 25%. Qu'est-ce qui, selon vous, docteur, peut justifier cette augmentation? C'est ce qu'on peut observer parce qu'il y a une situation d'insécurité avec ce qu'on appelle une angoisse de mort. C'est-à-dire les personnes ont peur de mourir. Et donc forcément, au niveau des pensées, il y aura une altération majeure. Il y aura comment je vais dire ça, ce qu'on appelle un dysfonctionnement donc des pensées. Du coup, c'est vraiment une situation d'insécurité qui vous bouleverse totalement dans votre être entier. Et cela vous amène à développer ces troubles avec un état de détresse important. Et là, une question qui revient souvent, docteur, quelles sont les personnes les plus exposées aux troubles mentaux? Les personnes les plus exposées aux troubles mentaux, c'est en général des personnes vulnérables. Alors les personnes vulnérables, dans un premier temps, c'est les enfants qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge. Vous avez les personnes âgées, donc qui sont diminuées physiquement et donc qui auront moins de possibilités de faire face à certaines situations difficiles de la vie. Alors il y a aussi, en ce qui concerne le sexe féminin qui peut être considéré en situation de vulnérabilité, notamment lors des grossesses ou lors de la ménopause. C'est aussi une période un peu de vulnérabilité pour la femme, donc qui est susceptible de développer un trouble mental. C'est des personnes en situation de précarité, donc qui sont considérés comme pauvres, n'ayant pas le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. C'est donc globalement des personnes en situation de vulnérabilité qui sont les plus exposées pour développer les troubles mentaux. Pour le commun des Africains, les enfants et les adolescents ne devraient pas avoir des soucis jusqu'à en arriver aux troubles mentaux. On dit par exemple qu'ils n'ont pas de charge, qu'ils n'ont pas une famille à nourrir pour que cela les préoccupe. Or, selon l'OMS, près d'1 milliard de personnes, dont 14% des adolescents dans le monde, vivent avec un trouble mental avec le Covid-19. Et bien, voilà. Et selon les estimations de l'UNICEF publiées en octobre 2021, 13% des adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent avec un trouble mental diagnostiqué. Docteur, qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Alors, effectivement, il y a beaucoup de malcompréhension en ce qui concerne la santé mentale. Donc, si vous comprenez ce que c'est que la maladie mentale à partir de la définition, alors vous verrez que n'importe qui peut souffrir de troubles mentaux, et plus particulièrement les personnes vulnérables. Et les enfants et les adolescents sont les personnes les plus vulnérables. C'est une période de la vie où l'individu est fragile. Alors effectivement, on se demande, mais l'enfant qui n'a pas de soucis, mais l'enfant qui a ses parents en situation de divorce et qui est partagé entre le père et la mère, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà des soucis? Et même un enfant qui a apparemment les meilleures conditions dans une belle maison, mange bien, voilà, et à qui on n'apprend pas certaines réalités de la vie et qui n'apprend pas donc à se défendre, tout d'un coup se retrouve orphelin. Même si cet enfant se retrouve dans un orphelinat où il est bien pris en charge, vous voyez que c'est déjà des situations difficiles qui l'exposent. Autant de situations en fait qui, par manque de préparation, je vais dire, à l'adversité, feront que des événements douloureux, traumatiques que l'adulte pourra supporter plus facilement vont faire basculer ces enfants ou ces adolescents dans la pathologie mentale, notamment la dépression en tête de file et d'autres troubles mentaux qu'on peut observer. Et figurez-vous que même les nourrissons peuvent déprimer. Les nourrissons peuvent déprimer. Et un nourrisson se dit, mais qu'est-ce qu'il comprend de la vie? Un nourrisson qui n'a même pas encore 1 an d'âge peut souffrir de dépression. Et c'est des enfants qui ne crient pas, même quand ils ont faim, ils sont là, ils ne sourient pas, ils ne réagissent pas. Donc même un nourrisson peut souffrir de dépression et donc de pathologie mentale. Tibus,
Nous avons encore quelques minutes. Alors, ça sera la dernière question. Quelques conseils, docteur, pour garder une bonne santé mentale? Alors, pour garder une bonne santé mentale, c'est tout ce qui peut contribuer à son bien-être. Et donc, il y a l'activité sportive régulière qui va sécréter ce qu'on appelle des hormones de plaisir qui vont faire que voilà, vous allez avoir cette sensation de bien-être qui est agréable. Il faut manger sain et équilibré, avoir une bonne hygiène de sommeil, avoir des moments de repos, c'est capital. Connaître son corps et ne pas trop user donc son corps. Avoir des moments de détente s'il s'agit donc du couple ou de la famille. Pouvoir sortir ensemble, se faire plaisir à autrui. C'est important de connaître ses capacités et de ne pas se mettre une pression inutile. Lorsque vous avez un salaire d'un certain montant, c'est important de veiller sur les charges pour ne pas se retrouver en situation de stress. C'est important également, donc, connaissant ses capacités, éviter le plus possible de prendre des engagements, des responsabilités qui seront difficiles à porter. Donc, c'est autant de choses qui vont contribuer à votre bien-être. Et c'est important de se connaître. C'est important de pouvoir subvenir à certaines contraintes normales de la vie. C'est important donc de contribuer à un travail productif dans la communauté et autant de choses qu'on peut faire pour se sentir bien dans sa peau. Je vous remercie. C'est plutôt moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour le compte de ce numéro de votre émission Hémisphère 3, Hémisphère Gauche. Je suis Erwan Olinde. Tibus Arehenu a assuré la réalisation. Tibus, merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et les numéros précédents sur notre page YouTube Radio Afrique Santé. En attendant le prochain numéro de l'émission qui sera sur la dépression, d'ici là, portez-vous bien.